Si je devais résumer avec ma collègue Viviane Malet le principal enseignement de nos travaux sur les déchets dans les Outre-mer, je retiendrai assurément le mot urgence. Urgence à agir pour répondre à la double urgence sanitaire et environnementale dans la plupart de nos territoires ultramarins. La cote d'alerte est dépassée. Ce mot n'est pas galvaudé. Je dois avouer que ce que nous avons appris et vu de nos yeux, vu au cours de notre mission, m'a plusieurs fois choquée et bouleversée. À Mayotte tout particulièrement, nous avons constaté l'existence de décharges sauvages à ciel ouvert au cœur de bidonvilles, au milieu desquels des enfants jouent. Des tas de déchets y brûlent continuellement. Lors de pluies violentes, une grande partie de ces déchets finissent dans le lagon et la mangrove. À Saint-Pierre-et-Miquelon, où pourtant la collecte et le tri sont exemplaires, des décharges littorales brûlent à ciel ouvert. À chaque tempête, une partie des déchets finit à la mer. L'urgence environnementale est criante et cette pollution ne vient pas de l'autre bout du monde. Notre responsabilité est entière, alors même que les Outre-mer concentrent 80% de la biodiversité française. Notre mission a aussi mis en évidence l'urgence sanitaire à laquelle doivent faire face ces territoires. Les maladies favorisées par cette situation sont notamment la dengue, l'hépatite A, la typhoïde et la leptospirose. La collecte déficiente dans des zones géographiques difficiles d'accès, ainsi que dans les quartiers informels, le fléau des dépôts sauvages et le poison lent des anciennes décharges illégales sont autant de dangers pour des territoires fragilisés. Cet état d'urgence, Madame la Ministre, est la conséquence directe du retard majeur des Outre-mer. Quelques indicateurs rendent compte de ce décalage complet. Le taux d'enfouissement suffit à offrir un aperçu du rattrapage nécessaire. Au niveau national, 15% des déchets ménagers sont enfouis, 85% étant valorisés. En Outre-mer, le rapport est inversé. À l'exception de la Martinique, qui a enfoui en 2020 40% de ses déchets ménagers, et de Saint-Barthélemy, tous les autres territoires affichent des taux d'enfouissement de 60 à 80%, voire pratiquement 100% à Mayotte, en Guyane ou à Saint-Martin. Alors, que faut-il faire? En premier lieu, il faut souligner la forte prise de conscience sur tous les territoires. Les initiatives fourmillent pour inverser la tendance et trouver des solutions innovantes et adaptées. En second lieu, cette situation ne résulte pas d'un désengagement des autorités responsables. Au contraire, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que l'État, sont mobilisés et fournissent des efforts financiers importants. Pourtant, ces efforts ne suffisent pas à rattraper un retard structurel et un nouvel élan est nécessaire. Plus qu'un élan, c'est un plan Marshall qu'il faut, voire un plan Marshall XXL pour Mayotte et la Guyane. Ma collègue et co-rapportrice Viviane Malet déclinera dans un instant ce plan Marshall qui s'articule autour de 26 recommandations concrètes et précises. Je conclurai en évoquant l'aspect européen. Les spécificités des régions ultrapériphériques n'y sont pas assez prises en compte. Les discussions en cours sur la révision du règlement européen relatif au transfert des déchets en témoignent. Dans le droit fil de notre rapport, nous avons déposé une proposition de résolution qui sera examinée par la Commission des affaires européennes où nous aurons à cœur bientôt avec ma collègue Marta de Cidrac d'en débattre pour continuer à tracer le sillon de ce rapport qui se veut un levier pour agir fort et pour agir vite. Je profite de ce second temps d'intervention pour mettre l'accent sur l'urgence sanitaire liée à cette gestion des déchets. L'insécurité sanitaire, ça n'est pas qu'un sentiment. Quelques données objectives permettent de mieux appréhender et évaluer ce risque qui n'est pas propre aux Outre-mer, mais qui est exacerbé du fait du climat, de la densité de population et de la pauvreté. Je tiens à insister sur les risques sanitaires associés à ces pollutions diffuses, souvent à proximité immédiate des populations. La commission d'enquête sur les pollutions industrielles et minières des sols, dont j'avais été rapportrice en 2020, avait mis en lumière les risques majeurs de pollution souvent invisibles et dont la mémoire se perd rapidement. La crise des déchets fait peser à court et long terme des risques importants sur des populations déjà en situation de précarité.
Nos auditions et nos déplacements ont mis en évidence une dure réalité sur des territoires de la République qui ne peut être occultée ou édulcorée. Le cas paroxystique de Mayotte doit être une cause nationale. Les décharges sauvages sont à ciel ouvert au cœur de bidonvilles, au milieu desquels des enfants jouent, des batteries de voitures y servent de pierre de guet pour franchir des ruisseaux, des femmes lavent leur linge dans des bassins alimentés par cette eau et des tas de déchets y brûlent continuellement. En Guyane, la situation est assez similaire, à la seule différence que l'espace disponible permet de diluer cette sensation de débordement. Alors, quelles sont les conséquences de cette pollution? Lors de son audition, la Direction générale de la santé a souligné que l'abandon des déchets sur l'espace public ou privé, notamment les batteries, les produits électroménagers ou les véhicules hors d'usage, favorise la prolifération d'espèces nuisibles et de rongeurs qui sont vecteurs de maladies transmissibles aux populations comme la dengue, le paludisme ou la leptospirose. À La Réunion, des regroupements de cas de plombémie et de saturnisme infantile ont été observés autour de zones de précarité dans lesquelles des batteries avaient été abandonnées, des pollutions diffuses étant à craindre à l'avenir. La tendance à une hausse quasi exponentielle est très inquiétante, pour ne pas dire alarmante. Les déchets abandonnés sont autant de gîtes larvaires propices à la prolifération des moustiques. Des épidémies régulières de dengue, mais aussi de Zika ou de chikungunya, touchent régulièrement une grande partie de la population dans les Antilles, en Guyane, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Elles entraînent des arrêts maladie, de nombreuses hospitalisations et des décès. Les rongeurs et les rats en particulier favorisent la transmission de la leptospirose, qui est une maladie bactérienne grave pouvant conduire à l'insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à 20% des cas. En Guyane, une centaine de cas est comptabilisée chaque année. Le taux est 70 fois supérieur à celui de la France hexagonale. D'autres maladies encore peuvent être favorisées par une mauvaise gestion des déchets, comme la typhoïde ou l'hépatite A. Je reprends l'illustration de Mayotte qui cumule tristement les maladies vectorielles, les maladies zoonotiques et également les maladies hydriques comme la typhoïde. Il y a eu 23 cas de paludisme sur les 8 premiers mois de 2022, 3 suspicions de dengue et 152 cas de leptospirose sur les 8 premiers mois de 2022. À ce jour, 100 cas de typhoïde ont déjà été documentés, toujours en 2022. Il est naturellement impossible d'isoler précisément les facteurs concourant à la transmission de ces maladies ou de l'imputer aux seuls déchets, mais il est certain que les déchets créent, à tout le moins, des conditions plus favorables de contamination. Et que dire de la qualité de l'air ? Pour sûr, elle est également affectée, notamment par l'incinération des déchets verts, fréquents sous les climats tropicaux. Plus grave, les indices des décharges dégagent des fumées toxiques. De tels incendies sont réguliers, par exemple à la décharge de Céron en Martinique en 2021. Et je ne parle pas des déchets radioactifs en Polynésie française. Notre collègue Lana Tetuani en parlera mieux que moi. Bien que la question des sargasses soit en dehors du champ de ce rapport, il faut aussi citer les émanations de gaz toxiques en raison de leur décomposition à proximité des zones habitées. Les conséquences à long terme sont encore mal connues. Enfin, les déchets industriels et miniers existent aussi en outre-mer. En Guyane française, les activités d'orpaillage illégales sont à l'origine d'une double pollution mercurielle liée aux expositions professionnelles et à la contamination des poissons carnivores et piscivores. La Nouvelle-Calédonie est l'autre territoire marqué par une activité minière conséquente. Plusieurs initiatives ont été lancées pour évaluer l'impact sanitaire de ces déchets sur les populations locales. La priorité est de poser les bases réelles, Madame la Ministre, d'une politique des déchets. Des infrastructures essentielles manquent, comme les déchetteries ou centres de tri, voire tout simplement de camions de collecte, des centres de stockage, des comités de valorisation énergétique. Il faut aller à l'essentiel dans les territoires les plus impactés, Mayotte et la Guyane. Sans ces bases, le virage vers l'économie circulaire ne pourra être pris.
Vous connaissez, Madame la Ministre, ma mobilisation sur ce sujet, notre territoire audois ayant été impacté par des pollutions minières historiques. Des enfants y ont été exposés. Donc, réitérer que nous ne pouvons abandonner nos territoires ultramarins, des mesures doivent être prises en urgence et elles doivent être, Madame la Ministre, à la hauteur de ces enjeux.